tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre site YouTube, un grand merci à vous. Évidemment, on est sur toutes les autres plateformes audio et les réseaux sociaux. Allez nous trouver, partagez le contenu, faites toutes ces belles choses-là, ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très, très bien. Là, on commence à aborder la dernière ligne droite avant les fêtes, là. Et disons que, tu sais, on dit toujours que c'est très achalandé, même quand tu vas faire tes courses, etc., c'est très achalandé, mais j'ai l'impression que cet achalandage-là, je le ressens dans l'actualité politique aussi, en ce moment, tu vois. Mais écoute, on parlera de l'actualité en tant que telle lorsqu'on sera que tous les deux. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Madame Geneviève Guilbeault, qui est ministre des Affaires municipales. Bonjour. Bonjour, messieurs. C'est un plaisir de vous avoir sur le balado, surtout après une élection municipale, quand même. Donc, c'est quand même très intéressant. Exactement. Puis avant de vous questionner un petit peu, puis de discuter un peu avec vous de politique, ça faisait déjà un petit bout qu'on voulait vous avoir sur le podcast. C'était pas toujours... évidemment, ça avait un agenda de ministre, il paraît. Puis en plus... vous êtes plus souvent, bien sûr, dans la région de la capitale nationale. Mais je suis bien content parce que votre équipe, une personne en particulier dans votre équipe, a très bien travaillé, puis on est très content de vous avoir aujourd'hui. Bon, ben on remercie cette personne-là. Qui se reconnaîtra. Oui, ben moi aussi, j'avais hâte de venir parce que j'ai vu votre podcast, évidemment. J'ai vu un peu comment vous travaillez. Je trouve que ça a l'air d'une... Ben j'aime ça, de toute façon. Moi aussi, les gens qui se lancent des podcasts, qui se lancent des nouveaux projets, les réseaux sociaux, moi-même, j'essaie aussi ben évidemment, dans mon statut de politicienne, d'essayer d'être active sur les réseaux sociaux parce que clairement, c'est les nouvelles plateformes pour aller rejoindre des gens qui n'écoutent pas nécessairement les médias traditionnels. Fait que bravo d'avoir mis ça sur pied. Puis on s'en parlait un peu hors micro. Toute la débrouillardise technologique que je vois autour d'ici, là, en sideline, parce que vous avez déjà un emploi à temps plein. Alors, félicitations pour le podcast. Merci. Parlant de médias sociaux, puis on disait quelque chose là, juste avant qu'on commence. C'est sûr, c'est vrai que c'est de la réalité maintenant pour tous les élus. Puis nous, à notre époque, moi, je commençais un peu avant toi. Il n'y avait pas, tu sais, les réseaux sociaux, ils étaient là, mais ils ne prenaient pas tellement de place. Et on pouvait faire la job un peu plus, comme, tu sais, avec la tête tranquille. Là, ça doit être quand même assez difficile, surtout d'être un ministre, d'avoir toute cette visibilité-là et de constamment recevoir des messages, puis c'est lourd, puis on discutait avant, là, tu sais, tous les échanges qu'on a, puis tu sais, les critiques, puis ici, puis ça, puis ça doit pas être facile, ça, comme élu en général, mais surtout comme une ministre ou un ministre qui est constamment sur le terrain, sous les projecteurs, etc. Bien, les médias sociaux, c'est à double tranchant. Exactement comme vous dites. T'sais, tu peux choisir de ne pas en faire, malgré que, comme on dit, en 2025, ça devient de plus en plus difficile à contourner si tu veux rejoindre les gens, si tu veux avoir un taux de pénétration. Mais tu peux choisir d'être plus ou moins présent ou de les faire de façon très, je dirais, modeste, là, mettre des infographies, des choses très institutionnelles. Mais si tu essaies d'être un petit peu plus créatif ou d'essayer d'aller rejoindre un peu plus les gens qui, effectivement, sont sur ces plateformes-là, ben oui, c'est sûr que tu t'exposes. Alors, tu sais, ça vient avec l'envers de la médaille, tu t'exposes aux commentaires. Beaucoup de positifs, il faut dire. On a tendance aussi, puis c'est ça que je trouve le fun dans les médias alternatifs, puis les autres plateformes, on peut parler d'autres choses, on peut avoir des conversations différentes, on a plus de temps, il y a plus de positifs. Tu sais, il y a moyen de faire les choses différemment parce que souvent, les médias traditionnels, puis moi, c'est des gens souvent qui me disent ça, c'est beaucoup de négatifs. Ouais. Peu importe c'est qui le gouvernement, qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup du négatif tout le temps, alors que des fois, les gens sont en recherche d'autres choses aussi. Ça tombe. Mais il y a quand même du négatif aussi sur les réseaux sociaux. Là. Oui. C'est pas la panacée, c'est pas l'Eldorado pour un politicien non plus. Non, effectivement. Puis nous, on se prend pas pour des journalistes, ni pour des médias. Nous, d'ailleurs, on le dit souvent. Qu'importe l'opinion qu'on apporte, on dit toujours à ceux qui nous écoutent, allez vous faire votre propre opinion en lisant des articles de journalistes là, qui suivent, disons, une certaine neutralité quand ils apportent les faits. Donc, c'est parfait. Alors, Madame Guilbeault, vous êtes bien jeune, vous avez déjà 7 ans comme ministre du gouvernement du Québec, puis quand même... 8 ans de député. 8 ans de député.
et quand même des portefeuilles de ministres qui sont quand même importants. Vous êtes passé à la sécurité publique. C'est quoi, 4 ans quand même? 4 ans, je pense que jamais... je ne sais même pas s'il y a déjà eu un homme d'ailleurs qui a fait 4 ans, mais 4 ans, je pense que vous êtes la seule femme ou l'une des rares femmes qui a passé 4 ans à la tête du ministère de la Sécurité publique. C'est assez rare, je crois. Oui, bien, je pense que j'étais la 2e femme seulement à être ministre de la Sécurité publique. Après Lise Thériault, peut-être? Après Mme Thériault, ouais. exact. Okay. Mais je pense pas, elle n'avait pas fait 4 ans. Non, elle n'a pas fait 4 ans, c'est sûr. Non, effectivement. Mais mon précédent patron, oui. Jacques Dupuis, à son époque, avec qui j'ai commencé d'ailleurs en politique il y a 20 ans, lui, je pense, avait fait plus qu'un mandat en sécurité publique. Okay. Probablement, là, de façon cumulée, qu'il a fait plus que 4 ans. D'accord. Puis par la suite, vous avez été au transport. Vous êtes resté à peu près 3 ans. Quand même, beaucoup de choses qui ont été faites au transport. Oui. Je sais que l'actualité au transport a quand même, camouflé aussi beaucoup des choses qui ont été faites. Mais avant qu'on parle de votre rôle d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre passage au transport, un petit peu qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous voudriez que les gens retiennent de votre passage au transport? Bien, effectivement, on a fait vraiment beaucoup de choses. Tu sais, le ministère des Transports, c'est un de ceux qui génère le plus d'actualité, je dirais, dans le gouvernement, avec la santé, l'éducation aussi beaucoup. Donc, et il y a beaucoup de négatifs. On parlait du négatif au transport. Tu sais, c'est un ministère qui est difficile. C'est un ministère où, peu importe ce qu'on fait, c'est bien souvent toujours le négatif qui va ressortir parce qu'il y a toujours des routes maganées. Tu as beau mettre toujours plus d'argent dans les routes, il en reste toujours des qui sont maganées. Il y a toujours des accidents, il y a toujours du trafic. Alors, tu sais, tu as l'impression un peu d'être comme Don Quichotte, là, tu sais, de te battre contre les moulins avant de la nature. Donc, mais quand je suis arrivée, j'ai été plongée dans la sécurité routière, puis on a fait un beau gros plan d'action en sécurité routière dont je suis vraiment fière parce que 3 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Là, on est en train on va implanter de plus en plus de photoradars. Donc, il y a vraiment des avancées majeures qui sont faites en sécurité routière. Et aussi dans le transport collectif. Puis ça, le transport collectif, c'est un sujet très polarisant. Tu sais, tu as des gens très pro-transport collectif, beaucoup dans le Grand Montréal. Il y a des groupes très actifs, des groupes environnementaux et compagnie qui sont très actifs pour le transport collectif, à juste titre, parce que dans le Grand Montréal, c'est très important, puis autour aussi, puis dans les milieux plus urbains. Puis tu as à l'inverse des gens pour qui c'est moins une priorité parce que la réalité étant ce qu'elle est au Québec sur un territoire d'1,6 million de kilomètres carrés, c'est pas tout le monde qui habite dans des centres urbains, puis c'est pas tout le monde pour qui c'est la priorité. Il y en a qui veulent qu'on répare leur route puis qui ont besoin de leur voiture, puis tu sais, on est complètement dans un autre paradigme. Alors, on se retrouvait dans une espèce de chicane perpétuelle de financement de transport collectif où à chaque fin d'année, on se faisait dire par les sociétés de transport, j'ai des déficits de centaines de millions, je m'attends à ce que le gouvernement les paie parce que sinon, moi, je vais couper des services. Moi, je suis arrivée à la fin 2022, là. Donc, puis les sociétés de transport, les villes ferment leur budget au 31 décembre. Donc, c'est ça que je me faisais dire. Je me faisais menacer de fermer le métro si on ne donnait pas 560 millions à la RTM pour payer des déficits. Alors ça, c'est un chantier. Puis aujourd'hui, on n'entend plus ces menaces-là. On n'entend plus ces menaces-là. Et même à l'inverse, on voit la Société de transport de Montréal et la Ville de Montréal faire front à ces syndicats. On l'a vu dans la dernière négociation. Oui. Évidemment, c'est toujours l'usager qui est pris en otage. C'est ça qui est dommage dans les manœuvres syndicales parce que c'est l'usager, en bout de ligne, qui est privé de service. Mais pour moi, c'est un signe de la STM, la Ville de Montréal, qui a dit on ne peut plus donner des hausses de salaire comme ça de manière inconsidérée. Il faut réduire nos dépenses à la source et il faut que chacun fasse son effort. Pas seulement les syndicats, pas seulement les travailleurs, pas seulement les gestionnaires, pas seulement la Ville. Tout le monde. Le gouvernement, on a fait notre effort, donc tout le monde doit faire son effort, puis il faut réduire les dépenses. Donc, alors ça, pour moi, c'était un signe on a déposé un cadre financier fermé horizon 2029 pour le retour à l'équilibre budgétaire des sociétés de transport. Les gens le respectent, tout le monde prend ses responsabilités, puis on va venir à bout de ce problème-là de déficit récurrent dans les sociétés de transport. Alors ça, mine de rien, c'est très, très gros parce que c'était des centaines de millions de dollars à chaque année qui revenaient comme
problèmes qui étaient mis au jeu en fin d'année, puis on disait que c'était au gouvernement, puis le gouvernement fédéral ne paye pas pour les opérations. Donc, c'était nous, le gouvernement du Québec, qui nous retrouvions avec ce problème-là, mais c'est toujours la même poche qui paye. Alors ça, je suis très, très fière de ça, puis j'ai fait un très bon travail avec les sociétés de transport. Je veux les remercier. On pourrait penser que ça se passait pas bien entre le gouvernement et les sociétés de transport parce que via ce qu'on lit dans les médias, mais au contraire. Et encore aujourd'hui, on se texte des fois, puis tout ça, même si je suis plus leur ministre, on a tellement travaillé ensemble, puis on se dit, wow, on est content du travail qui a été fait parce que ça assainit un peu les finances et au bénéfice des contribuables. Fait que c'est un autre exemple de dossier, les investissements aussi en infrastructure, en entretien. Mais je vous disais, on a beau mettre toujours plus d'argent pour entretenir nos routes, il y en a toujours autant qui sont maganés parce qu'on a 33 000 km de routes à entretenir. Alors, mais il y a des très, très grandes avancées. Tu sais, évidemment, on parle beaucoup du troisième lien puis de la SAC, mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses quand même qui sont des investissements majeurs. Jamais il y a eu autant d'argent en transport au Québec. Dans le maritime aussi, le maritime. Maritime, là, je vous dirais, je trouve que c'est un peu l'angle mort du transport. Jamais, tu sais, c'est pas vraiment dans l'actualité parce qu'il n'y a pas vraiment de problème ou tu sais, c'est pas quelque chose qui génère du négatif ou qui va générer... une ou tu sais un headline, si vous me passez l'expression. Sauf les traversiers, là, à chaque... Sauf les grèves des traversiers. Bien là, on tombe dans les enjeux de grève, les enjeux les syndicats mettent leurs employés en grève à des moments où ils savent que ça va avoir des effets. Les traversiers se mettent en grève pendant l'été, pendant le tourisme, pendant le festival d'été à Québec. Alors oui, sur la Côte-Nord aussi, on a eu des enjeux à Matane. Mais donc, au-delà de ça, il y a des très belles choses qui se font dans le maritime. On a généré des investissements sans précédent dans le maritime. On est en train de se créer vraiment là, une industrie maritime avec ce qu'on fait avec la Davie, avec Groupe Océan aussi qui fait des acquisitions stratégiques. Donc, il y a vraiment une industrie maritime qui est en train de se reconstruire complètement au Québec, ce qui tombe bien avec tout ce qui arrive avec Trump d'ailleurs, puis avec tout le nouveau champ d'investissement sur la défense et tout ça. Alors, bref, mais je veux pas... les gens peut-être sont déjà tannés de m'entendre parler de transport, mais il y a des affaires vraiment, vraiment intéressantes qui se déroulent là et qui sont méconnues. Oui, non, tout à fait. Puis l'objectif, c'était justement juste de passer ça en revue un petit peu, puis il y a probablement plus de choses encore. Puis j'en parlais un peu avec votre équipe, votre attaché de presse, et il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, et on le sait, là, notamment... D'ailleurs, on peut peut-être en parler très rapidement. Alors, comment on fait pour construire un pont en 3 jours? En 4 jours. En 4 jours. 5 jours? J'ai-tu mis 4 ou 5? Ben, en tout cas, disons 3, 4, 5, peu importe. 5 jours. En moins d'une semaine. Je me suis donné un petit buffer. 5 jours au lieu de 2 ans, si je me trompe oui, pas. Ça, j'aimerais ça, je veux le comprendre, ça, parce que... Vous avez raison. J'aurais même dû commencer par ça. Qui penserait qu'au Québec, on peut changer un viaduc d'autoroute avec un DGMA de 112 000 personnes. Ça, c'est le nombre de personnes, 113 000, 112 000 qui passent à chaque jour-là. La 520 au-dessus de la 13. En 5 jours. Mais ça, est-ce que... là, c'est supposé se faire l'été prochain. Bon, ben c'est ça. Incroyable. On va surveiller ça. Ça tombe dans la catégorie « je vais le voir pour le croire ». C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais te dire, quand bien même ça dure 1 mois, je peux te le dire, c'est une bonne chose. Exact. En tout cas, on va passer... En dessous de 2 ans, déjà, on a un gain. Mais honnêtement, en 5 jours, là... On était 4-5 jours parce qu'il est préfabriqué. Fait que normalement, tu fermes tout. C'est sûr que là, tu fermes tout. Ça va causer une entrave majeure. Mais si tu le sais d'avance, puis tu as un parc industriel pas loin de là, tu as l'aéroport. Fait que tu le sais d'avance, tu t'organises. 5 jours, puis c'est fait. C'est inimaginable là, au Québec. Là. On a l'impression des permachentiers ici, là, qu'il y a tout le temps des cônes oranges le long des routes. Tu vois pas vraiment de travailleurs, mais il y a des cônes. C'est ça. Puis là, ben, tu te demandes, ça va finir quand? Ouais. C'est un peu ça, Salim, la réalité. La ministre des Affaires municipales qui parle de cônes orange sur l'île de Montréal, je sais pas. On s'en vient sur les affaires municipales. Je vais juste dire une dernière petite affaire avant, parce que évidemment, il y a quand même du monde qui nous écoute, puis parfois, ils ont l'impression qu'on est soit trop gentil ou pas assez, je sais pas quoi, avec nos invités. En fait, on est gentil avec tout le monde. Puis au-delà d'être gentil, puis c'est moi et George qui avons décidé de pas discuter des mauvaises choses qui ont... La mauvaise presse, j'ai envie de dire, sur, admettons, Saclay ou autre.
D'abord, tout a été dit. Donc, pour pas que le monde pense que c'était arrangé avec la ministre m'a rien demandé. Nous avons pris la décision. On s'est dit que tout avait déjà été dit. Fait qu'on n'aborde pas ça. Parce qu'il y a du monde qui vont dire « mais pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? » On n'a pas parlé de ça parce qu'on en a parlé pendant assez longtemps, puis là, on parle d'autre chose. Mais c'est parce que aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant, Salim, on a eu pas mal d'élus municipaux, des candidats aux élections municipales. On a eu des maires. On a eu là, elle n'était pas mairesse à l'époque, mais Soraya était venue ici, la mairesse de Brossard, le maire de Laval, le maire de Québec. Ils sont tous passés ici. La mairesse de Longueuil. De Longueuil aussi. Donc, et tu sais, quand on écoute parler les maires de ces villes-là, des grandes villes quand même, qui nous disent ça serait bien que Québec ci ou Québec ça. Et puis là, on a la ministre des Affaires municipales. Pourquoi je parlerais des affaires qui sont comme ça? Voilà. Mais alors, parlons-en. Puis, je vais jeter un peu le pavé dans la mare pour commencer la discussion. Puis, Georges, je sais qu'il y a beaucoup de choses, de questions et autres. On dirait que vous étiez un peu prédestiné à arriver aux affaires municipales. Puis, je ne sais pas comment ça sonne politiquement, mais je vais vous dire dans ma tête comment ça sonne. C'est que vous avez été à la sécurité publique, vous avez été au transport, puis ces deux dossiers-là ont forcément un impact beaucoup sur les municipalités. Oui. Puis on dirait que vous arrivez aux affaires municipales. Évidemment, ce n'est pas juste ces deux sujets-là qui sont sous votre responsabilité actuellement, mais disons, le fait d'avoir déjà cette sensibilité, ça vous permet quand même de faire des connexions avec les municipalités qui sont plus faciles que si vous veniez du tourisme, par exemple. Bien, je pense que oui, parce que, en particulier au transport, j'ai tellement travaillé avec les élus municipaux. Puis, tu sais, je suis une personne vraiment de terrain. Moi, je suis toujours partout dans les régions, dans les circonscriptions. J'accompagne les députés. Je vais rencontrer leurs élus, je vais rencontrer leurs entreprises. Tu sais, puis au transport, évidemment, c'est un ministère très terrain, avec 13 directions territoriales. Fait que donc, tu es partout. Les opérations au transport, c'est 24/7, 365 jours par année dans les 17 régions. Puis les affaires municipales, c'est un peu la même chose aussi. J'ai des directions régionales partout. C'est très décentralisé, c'est très terrain. Là, je suis arrivée pendant une élection municipale. Fait que là, je pouvais pas vraiment, tu sais, on pouvait pas faire d'annonce, je pouvais rencontrer les gens, mais tu sais, son candidat, sont pas officiellement maires. Donc, j'ai eu comme une petite période tampon. Mais là, on a nos nouveaux élus partout. Fait que oui, puis pour moi, je viens comme boucler une boucle parce que on a fait beaucoup de projets en sécurité publique, on a fait beaucoup de projets au transport. Tu sais, c'est des postes budgétaires très importants dans les villes, les transports et la sécurité publique, probablement les plus importants. Là. Donc, alors, il y a quelque chose de naturel de venir dire, après tout ça, on a fait toutes ces choses-là ensemble, on a amélioré l'efficacité autant qu'on pouvait dans ces domaines-là. On a fait puis quand j'étais à sécurité publique, ça brassait beaucoup. Il y avait toute la violence armée à Montréal. Il y avait les féminicides aussi. J'ai pris tout le dossier de la violence conjugale. Alors, tu sais, les bracelets anti-rapprochement. Fait qu'on a fait beaucoup de choses aussi, je dirais, au niveau national, qui se répercutaient dans les villes, évidemment. Là, mais tu sais, on avait des gros enjeux nationaux de violence. C'était dans le temps de la pandémie. Il y avait la pandémie en soi, évidemment. Donc, alors, bref. Et là, on vient boucler en disant, sur le fond des choses, comment est-ce que, à côté de tous les investissements qu'on a faits, à travers tous les projets qu'on a été capable de livrer ensemble, tous les moyens qu'on vous a donnés pour pouvoir avancer des projets de transport, avancer la sécurité publique, comment est-ce que, sur le fond, on peut vous rendre foncièrement plus autonome encore plus? On a un gros corpus aux affaires municipales, on a une 40aine de lois qu'on gère avec un paquet de règlements afférents qui fait qu'il y a là des leviers pour vraiment les rendre autonomes sur le fond, dans le sens d'avoir des moyens eux-mêmes d'être plus efficaces dans ce qu'ils ont à faire, puis dans les services, puis les projets qu'ils ont à livrer, mais aussi pour développer des nouveaux revenus. Moi, je suis beaucoup là-dessus. On se parlait tout à l'heure là, du transport collectif. On ne peut pas éternellement revendiquer de l'argent à d'autres paliers de gouvernement. Oui, on peut, dans le sens où nous, on a beaucoup d'impôts qui vont au fédéral, alors c'est normal que le fédéral redonne de l'argent, entre autres, dans nos infras. Et les villes nous demandent de l'argent à nous, mais ça tourne en rond. Tout le monde est en déficit. Vous avez vu le dernier budget fédéral? Vous avez vu là, on a eu une mise à jour très prudente, une excellente mise à jour de mon collègue des Finances cette semaine. Mais on a un déficit. Alors, on ne peut pas juste se tourner l'un vers l'autre et se demander toujours de l'argent payé par le même monde. Il faut trouver des nouvelles sources de revenus. Fait que là, moi, je suis beaucoup là-dedans. Quand je suis arrivée, il me restait à peu près un an. Je suis arrivée en septembre.
Déjà, dans mon projet de loi, là, juste en arrivant, j'ai réussi à ouvrir sur les investissements dans les valeurs mobilières, diversifier les placements pour essayer de générer plus de rendement. Du nouvel argent, tu ne touches pas aux poches des Québécois. Et là, je suis sur autre chose. Là, donc, tu sais, je vais essayer de travailler avec eux en disant, vous voulez des communautés prospères? Tu sais, on nous parle toujours du logement, l'itinérance. Effectivement, c'est très, très important. Puis les changements climatiques. Mais je dis ça, c'est extrêmement important. Mais c'est des postes de dépenses, c'est des choses qui nous coûtent de l'argent. Comment est-ce qu'on paie pour ça? Trouvons-nous des façons d'aller chercher du nouvel argent de l'investissement privé, de donner le goût aux gens de venir s'installer ici avec leur argent, avec leurs entreprises, avec leurs bons emplois, d'aller chercher de l'argent sur les marchés, tu sais, if anything, parce que si c'est une possibilité en Ontario, pourquoi ce ne serait pas chez nous? Alors, ce sont toutes des façons, il n'y a rien de ça qui va être un miracle en soi, mais je pense qu'en cumulant, puis avec certains collègues du gouvernement aussi qui travaillent aussi à l'économie, aux finances, qui travaillent sur d'autres fronts, comment est-ce qu'on peut se trouver du nouvel argent sans demander plus aux Québécois pour payer tous ces grands défis-là auxquels eux font face et auxquels nous, par extension, on fait face aussi? Mais c'est une bonne question. Puis vous ouvrez la porte, justement, comment est-ce qu'on fait? Parce que pour ceux qui nous écoutent, là, qui nous regardent, les municipalités, dans le fond, ils font de l'argent par les taxes foncières, dans le fond. Tu sais. Puis chaque personne qu'on a eue sur le balado, qui est soit un conseiller municipal ou un maire ou une mairesse, nous disait exactement la même chose. C'est où qu'on va aller chercher plus d'argent, nous? Et Salim le dit tout souvent, c'est que avec l'avancement de la politique puis les responsabilités puis tout ça, les villes, ils en ramassent de plus en plus de responsabilités, mais les revenus sont toujours limités. Donc, comment est-ce qu'on fait pour permettre à ces villes-là, spécifiquement, là, vous parlez d'autonomie, je pense que c'est très important parce que je pense qu'il n'y a pas une personne qui est venue ici du municipal qui nous ont pas dit on veut plus d'autonomie, on veut aller chercher, par exemple, nous-mêmes des subventions ou de rentrer en partenariat avec les gouvernements, le gouvernement à Ottawa, par exemple, surtout les grandes villes. La fameuse loi M30. Exact. C'est ça. Là, on rentre dans les champs de compétences. Ça, c'est tout un autre débat. On peut en parler, mais c'est... non, mais c'est-à-dire que l'argument, c'est toujours on va aller trouver cet argent-là où, tu sais? Puis... la question, c'est où? Comment qu'on fait? Parce que moi, je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous travaillez là-dessus. Je sais que votre nouveau projet de loi... adopté, en fait, la loi 104. Peut-être que oui, la loi ça? 104. Ben, comme je vous disais, là, j'ai la diversification des placements, c'était dans mon projet de loi 104, mais il y a un ensemble de réponses à la question que vous soulevez qui est vraiment la question la plus importante qu'il faut se poser en ce moment. C'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les gouvernements. On est tous à la recherche d'un nouvel argent. Puis quand je regarde, moi, vous savez, c'est moi qui ai amené le concept des tableaux là, à l'Assemblée nationale. J'avais mes tableaux au transport, puis là, ben, j'ai plein de collègues qui ont des tableaux maintenant. Ce matin, le collègue de l'environnement en avait un aussi pour le Fonds vert. Donc, moi, les tableaux, je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que ça. Puis là, j'en ai un qui est prêt. Quand j'aurai une question, je pourrai le montrer. Mais sur les transferts aux municipalités, depuis les dernières années, depuis les 10 dernières années, je pense que je l'ai. Et les colonnes, là, moi-même, j'ai été étonnée. Je m'attendais à ce que nos colonnes soient plus hautes. Tu sais, c'est pour ça que tu fais des tableaux. Tu dis, il me semble qu'on donne plus d'argent que dans le temps. Mais les colonnes sont vraiment plus hautes. Entre autres parce que vous vous souvenez de la vieille promesse de M. Legault dans le temps de l'opposition, le point de TVQ. Qu'on transfère aux municipalités. Et ça a été enchâssé, cristallisé dans la déclaration de réciprocité, l'espèce de pacte fiscal, nouvelle formule qu'on a signée, qu'on n'a pas besoin de renégocier tout le temps, qui vient enchâsser des principes, dont le versement du point de TVQ. Et ça, cette année, en 2025, c'est 647 millions. 2030, on va être à 1 milliard. Donc ça, c'est quand même, ça en est de l'argent. C'est du nouvel argent. Non, parce que c'est prélevé sur une taxe. La TVQ, c'est la taxe de vente du Québec. Donc, mais c'est de l'argent que le Québécois consommateur transfère au gouvernement de par sa consommation et nous, on le redonne aux municipalités. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite de ça, tout ce qu'on travaille pour faire atterrir des projets avec des bons emplois. Tu sais, les villes, ils ont besoin de faire du développement parce qu'on disait les revenus de taxes, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est sûr que quand on travaille avec elles pour faire arriver des projets, par exemple des projets d'une industrie qui vient s'installer, d'une industrie qui veut faire une expansion, qui développe des nouveaux marchés avec des nouveaux emplois, mais c'est du nouveau monde qui vient s'installer là avec des emplois bien payés, donc qui vont s'acheter fort probablement une résidence, qui vont consommer, qui vont aller au restaurant, etc. Alors, ça amène des revenus aussi. Et une autre chose intéressante que j'ai faite au transport, puis que j'ai eu l'occasion de terminer dans mon projet de loi 104, on parlait tout à l'heure, la boucle. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est parfait d'arriver aux affaires municipales pour venir tout achever ces chantiers-là.
Le transport collectif, on en parlait. Vous avez le REM ici à côté. Là. Ouais. Vous voyez à Brossard ce qui s'est produit de par l'arrivée du REM. Donc, le développement d'un projet de transport collectif structurant dans une ville, dans une municipalité, quelle qu'elle soit, que ce soit à Montréal, Brossard, à Québec, éventuellement, il va y avoir un tramway, ça amène beaucoup de développement puis d'investissement. Et il y a des possibilités, que ce soit des nouveaux projets de transport structurant ou même des actifs existants. Prenons Exo, là, sur les 2 couronnes. Il y a plusieurs gares d'autobus, il y a plusieurs... Tu sais, les sociétés de transport ont déjà plusieurs actifs en leur possession. Et donc, ils veulent développer du logement. Donc, c'était pas possible de dire, je vais me créer de façon volontaire un projet où je vais en même temps faire du développement immobilier, en même temps que mon transport collectif. Je peux avoir un seul entrepreneur, puis je vais organiser mes chantiers de façon simultanée, coordonnée, intelligemment. Je vais économiser du temps, de l'argent, je vais avoir plus de logements et je suis capable d'aller me chercher des redevances sur ces logements-là. C'est ça l'intérêt pour une ville, d'avoir de l'explosion comme ici à Brossard ou éventuellement dans d'autres villes ou tout ce qui peut se faire le long du REM. C'est d'aller chercher des redevances. Alors ça, c'en est des nouveaux revenus, mais encore fallait-il leur donner la possibilité de faire ça, de créer cette possibilité-là d'avoir du développement immobilier conjoint. Et ça, je l'ai fait en 2024. Et là, on vient de le finir. Il fallait raffiner quelques affaires. Donc, alors là, ça ouvre toutes des nouvelles possibilités pour nos sociétés de transport, d'aller chercher du nouvel argent. Donc, c'est une collection, je dirais, de mesures, mais c'est aussi un état d'esprit. C'est de se mettre dans un état d'esprit. Trouvons ensemble des idées. S'il faut changer des lois, des règlements, on le fera. Évidemment, on ne peut pas tout faire. Il faut être intelligent, puis il faut que les affaires soient réalistes. Mais trouvons ensemble des idées qui vont nous permettre d'aller chercher des nouveaux revenus et de sortir de la logique de dire, je suis dans une ville, je manque d'argent, je vais me tourner vers le gouvernement, puis je vais y en demander. Parce qu'on tourne en rond, on n'a plus d'argent. Ils savent qu'on n'a plus d'argent. Comme les infrastructures. Madame Fournier à Longueuil, puis beaucoup a fait cette cabale-là sur les infrastructures. Puis elle a raison. Puis j'étais au même congrès d'infrastructures qu'elle avant-hier où on faisait des allocutions. Et elle disait, ça n'a pas de bon sens le prix des infrastructures. Elle donnait des exemples, sa piscine, son centre communautaire, des choses qui, effectivement, là, et qui frappent l'imaginaire. Et ça donne, et ça permet aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être moins dans cette bulle-là politique, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, les infrastructures coûtent cher? Ça veut dire une piscine à 2 millions, je crois, 1,2 million. En tout cas, elle avait des exemples. Donc, mais une fois que tu as fait le constat, oui, il est évident, on l'a fait, on l'aurait fait. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans au transport, le constat. Comment tu fais le changement? Qu'est-ce que tu fais exact? Ouais. Comment tu peux faire en sorte que tes projets coûtent moins cher puis aillent plus vite? J'ai créé Mobilité Infra-Québec pour être capable de sortir des projets d'infrastructures majeures du gouvernement, peut-être les faire différemment avec des façons de faire peut-être inspirées des pratiques du privé, des pratiques d'autres, par exemple, comme la CDPQ Infra, d'essayer de faire les choses différemment. Faire toujours la même chose, ça va donner les mêmes résultats. Alors, mais les solutions sont complexes. C'est une collection de gestes. Les modes collaboratifs qu'on a fait aussi pour essayer de faire d'être en mode collaboratif puis les modes contractuels pour essayer de faire nos projets d'infra différemment. Alors, c'est un paquet de solutions mises ensemble, qui vont nous permettre de changer la dynamique, de toujours s'attendre à ce que quelqu'un d'autre nous finance. Trouvons des façons de faire les choses différemment. Mais alors, pour les municipalités, alors on parle bien sûr qu'on cherche de nouveaux revenus, mais c'est aussi parfois parce qu'il y a certains revenus de certaines municipalités qui sont plus au rendez-vous parce que la société évolue de certaines façons. Donc on parle, si on parle par exemple des commerces. Des commerces depuis la pandémie. Il y a une nouvelle façon de vivre. Il y a une partie de télétravail. Il y a des gens qui commandent de plus en plus en ligne. Ils sont moins souvent dans des magasins, dans des commerces, etc. Donc, ça a un impact sur ces commerces qui, parfois, ont plus de difficultés. Ça se répercute sur le prix des loyers, qui se répercute lui-même sur la valeur d'un immeuble, par exemple au centre-ville de Montréal ou même à Québec, etc. Puis donc, forcément, les taxes foncières qui sont elles-mêmes calculées sur la valeur d'un immeuble, sont à la baisse. Donc dans le fond, c'est pas juste ce qui se rajoute comme responsabilité aux villes et municipalités, mais c'est aussi les manques à gagner. Alors, est-ce qu'il y a une certaine façon aussi de travailler avec d'autres collègues, d'autres ministères pour des choses qui, disons, touchent un peu plus? Donc là j'ai parlé de commerce
commerce plus au détail, donc peut-être un peu plus du côté du ministère de l'Économie, etc. Est-ce qu'il y a des discussions, des tables, peut-être pas table interministérielle, c'est peut-être un peu trop gros pour ça, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des échanges interministériels sur des aspects qui pourraient venir combler, je ne sais pas moi, économiquement, l'impact sur les municipalités? Oui, ben c'est un très bon point que vous amenez. Puis moi, j'ai beaucoup d'échanges avec... on a maintenant un ministre, Samuel Poulin, qui est ministre délégué au PME. Qu'on a déjà reçu et qu'on va oui. recevoir en 2026. Okay, il nous a promis ça. Parfait. Oui, bien, ça va être très intéressant parce que justement, lui, il travaille sur certaines choses. Donc, en 2026, il va avoir probablement un projet de loi déposé à son actif, fait qu'il va pas venir vous en parler, mais... parce que ça touche beaucoup, puis lui, il travaille entre autres sur les heures d'ouverture. Parce que je vois deux choses, ça m'évoque deux choses que vous dites qui est très vrai. C'est d'une part, le télétravail fait en sorte qu'on a des centres-villes aussi qui sont un petit peu désertés. Tu sais, j'avais la discussion avec Isabelle Dessureau de la Chambre de commerce de Montréal il y a 2-3 semaines. Le centre-ville de Montréal et même Mme Plante avant elle en parlait aussi. Donc, alors, ça prend des gens pour occuper l'espace, occuper le centre-ville si on veut, penser qu'ils vont aller souper au restaurant, aller voir une pièce de théâtre, s'arrêter au magasin entre deux rendez-vous. Encore faut-il que physiquement, ils sortent de chez eux parce qu'ils doivent aller travailler, puis ça va les inciter peut-être. Même en télétravail, tu peux aller magasiner, mais donc, l'occupation des centres-villes, l'occupation des espaces commerciaux. Et en combinaison avec ça, on travaille entre autres sur les heures d'ouverture. Ça, c'est un sujet qui est revenu souvent. On est le seul endroit, puis là, je ne veux pas me méprendre, là, mais je crois au Canada, qui réglemente les heures d'ouverture. En tout cas, beaucoup d'endroits ne les réglementent pas. Donc, mon collègue Samuel travaille là-dessus. On a des projets pilotes actuellement dans 3 endroits. J'entendais d'ailleurs à Montréal, là, le monsieur... Andrew, j'ai pas son nom de famille parce qu'on l'autre fille. Andrew, c'est ça. L'autre fille de Royal Mount qui disait, nous aussi, on aimerait ça pouvoir ouvrir les magasins. Alors, je pense qu'en jouant sur l'allègement réglementaire et aussi par rapport aux décisions qui vont être prises éventuellement sur la présence au bureau. Nous, au gouvernement, évidemment, nos fonctionnaires, notre fonction publique, mais je dirais l'ensemble des secteurs. Le secteur financier est à 4 jours, si je ne m'abuse, depuis déjà un certain temps. Le fédéral est retourné aussi à 4 ou 5 jours. Alors, tu sais, à mesure qu'il y a des décisions comme ça qui se prennent, il va y avoir une affluence, une réaffluence dans les centres-villes. Donc, ça va aider. Avec quelques cônes oranges en moins, ça va être plus facile. C'est ça, je voulais pas être négative. Je dis en même temps, le jour où tout le monde retourne travailler, regardez bien. Watch out, je ne vais pas le dire en anglais, mais watch out au centre-ville, là, parce qu'il y a du trafic de cônes oranges, pas juste dans les rues. Oui. Sur les trottoirs aussi. Oui, on sait. Le chantier, il est sur toutes les artères praticables. Ouais. Alors moi, mobilité durable. Moi, je peux vous dire, je suis un amoureux de Montréal, même si je suis de la Rive-Sud. Et ça me fend le cœur souvent quand j'y vais, mais on va rester positif. On va espérer effectivement que les choses s'améliorent, qu'il y ait moins de cônes oranges, un peu plus de civilité aussi, parce que c'est pas juste les gouvernements. Je pense que c'est aussi les gens. Un peu plus de civilité, tant au volant que sur les bicycles. Donc, selon vous, là, on voit il y a beaucoup de responsabilités. D'après vous, au niveau municipal, c'est quoi un des plus gros défis pour vous, là? Quand vous pensez à votre rôle comme ministre des Affaires municipales, est-ce qu'il y a comme un dossier qui comme saute puis dit il va falloir que je gère ça? Ça, c'est comme le problème ou le gros défi. Sachant que vous avez quelques mois avant l'élection. Donc... C'est ça. Ben, il y a les défis de fond qui sont un peu permanents, ou tu sais, ceux que je vous disais, puis les élus municipaux sont beaucoup là-dessus, le logement, l'itinérance. Alors, ça, c'est pas uniquement un problème d'affaires municipales. Tu sais, quand on parle d'itinérance, c'est aux services sociaux. Quand on parle du logement, bon. Alors, c'est sûr que ces questions-là reviennent tout le temps, mais je reviens aux nouveaux revenus. Puis ça va de pair avec l'allègement parce qu'aussi, plus tu leur retires des obligations qui leur font perdre du temps puis tu sais, qui utilisent des ressources humaines puis des ressources matérielles parce qu'ils remplissent des formulaires, ils demandent des autorisations à 8 places au lieu d'1, etc.
plus tu libères ça, plus ça aide aussi. Parce que ne serait-ce que tu as peut-être besoin de moins de monde. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de villes, à partir d'une certaine taille, les villes qui ont une certaine administration municipale et un certain nombre de fonctionnaires disent, moi, j'ai une personne à temps plein de plus juste pour la paperasserie des autres paliers de gouvernement. Tu sais, alors, donc, mais c'est pas ça. C'est pas ça que le maire Boyer à Laval il a éliminé. Il est allé modifier quelque chose dans sa bureaucratie, puis on a vu tout de suite le développement à Laval qui a rebondi, là. Oui, mais alors, justement, parce que souvent, ce qu'on entend là, dans les médias, les gens qu'on croise, la frustration qui peut venir avec une municipalité, puis je vise aucune municipalité en particulier, mais d'une manière générale, le temps pour obtenir, par exemple, des permis. Admettons, il y a un projet de logement. Hein. C'est pas comme si on en avait en surplus des logements en ce moment, mais pour obtenir un permis de la ville, ou je vise aucune ville en particulier. Bon, Montréal, c'est toujours plus dur qu'ailleurs, mais enfin, je veux dire, c'est difficile. Je sais qu'ailleurs, au Canada, ils étaient beaucoup portés sur des permis électroniques là, de plus en plus, là, parce qu'on essaye de faire ça en ligne, c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Je sais que c'est difficile parfois de mettre ça à la grandeur du Québec. Là. Quand même, c'est un grand territoire avec beaucoup de municipalités. Mais je parle des permis, mais c'est pas juste les permis de construction. Ça peut être les permis d'usage là, pour un commerce, etc. C'est toujours un petit peu lourd. Alors, est-ce que au niveau du gouvernement du Québec, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, accompagner les municipalités ou leur mettre un peu de pression pour que ça aille un peu plus vite pour ce genre de choses? Ou est-ce que vraiment ça relève de la gouvernance municipale puis bon, il n'y a rien à faire dans le fond? Mais je l'ai vu en passant dans le projet de loi. Je vais répondre. Ouais, c'est ça. Je voulais la réponse. Je vous ai donné la réponse. Bien, en partie, dans le projet de loi, on a enlevé des possibilités, je dirais, d'interférence ou d'entrave. Parce qu'il y a toute la question des référendums. Là, actuellement, la façon dont c'est organisé, un groupuscule de gens peut demander des référendums puis peut finalement retarder, voire bloquer des projets de logement. Bien qu'ils sont très minoritaires dans la communauté qui est concernée. Donc ça, c'est un champ sur lequel je travaille, que je veux régler aussi dans mes 6 prochains mois. Mais ce que vous dites, c'est très juste et il y a peut-être 10 jours, 2 semaines, je rencontrais Isabelle Melançon, qui est présidente de l'IDU, l'Institut de développement urbain. Et on avait exactement cette conversation-là, en disant, parce que l'Institut de développement urbain, évidemment, c'est beaucoup de promoteurs, de gens qui construisent partout, là, des gens du secteur privé. Et cet enjeu-là de délai de permis, et vous avez raison, la nuance est importante. Il y a des villes avec qui ça va très bien. Laval est un exemple. Cette semaine, j'étais avec l'Association de la construction du Québec et ils me donnaient justement l'exemple de Laval, comme l'exemple d'une ville qui, effectivement, a pris ça en main en disant ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas, d'une part, se plaindre que ça n'avance pas le logement puis qu'on veut ci puis qu'on veut ça. Puis après ça, que nous-mêmes, on retarde. Alors, ça va vraiment bien. Mais donc, d'une ville à l'autre, c'est très différent, mais on n'a pas de portrait clair. Alors, on discutait avec l'IDU, on disait, ce serait intéressant d'avoir, de faire une étude, ou en tout cas de dresser un portrait, d'avoir les délais moyens d'obtention de permis dans chacune des municipalités. Non pas pour dire un tel est bon, un tel n'est pas bon, pas du tout, mais je pense que pour elles-mêmes, ça pourrait être intéressant pour celles qui n'ont peut-être pas déjà fait l'exercice. Puis aussi d'avoir une base comparative, de voir en moyenne au Québec, on se situe à quoi, puis qu'est-ce qui est réaliste comme délai. Puis si on se dit, par exemple, je ne sais pas, on veut se mettre un 30 jours maximum, ou bon, on va le voir selon aussi les municipalités, mais comment est-ce qu'on peut vous accompagner, puis comment est-ce qu'on peut tendre vers ça, puis comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce que ça, c'est un exemple concret de quelque chose sur lequel tu as du contrôle. C'est tes employés, ton administration, tes procédures administratives, qui fait que tu gagnes du temps, donc de l'argent. Un promoteur qui est retardé, qui attend, un promoteur qui est dans l'incertitude d'obtenir un permis, déjà, ça part mal le projet. Exactement. Et si après ça, il y a son permis, mais parce qu'en cours de chantier, après ça, il peut y avoir toutes sortes d'enjeux qui surviennent. Fait que là, eux autres sont obligés ils ne se considèrent pas suffisamment décisionnels pour dire, ben là, je vais aller de l'avant malgré tout. Ils appellent à la ville. Là, la ville, c'est long parce que l'autre aussi trouve qu'il n'est pas assez décisionnel. Alors, tout ça, ça prend du temps, ça retarde les chantiers, puis ça fait augmenter les coûts. Un entrepreneur qui perd du temps,
c'est sûr que ça se refile sur une facture quelque part. Mais il veut rien pas à lui savoir. assumer. Ben, puis à un moment donné, ça les écarte. Puis il y a même des villes où ils ne veulent plus construire. Mais ça me parce rappelle, qu'ils savent que ça va être trop long. Ça me rappelle justement, je pense que c'était au début du premier mandat de Mme Plante où il voulait faire le développement à l'ancien hippodrome de Montréal. Puis il y a eu zéro offre. Je me rappelle, ils ont fait un appel d'offres, puis il y a eu zéro. Il y a personne qui s'est intéressé. Ça, c'est zéro. C'est comme le nombre de stations de la ligne rose. C'est mon commentaire éditorial. Inquiétez-vous pas, Madame la ministre. On fait la ligne bleue. Oui. On prolonge la ligne bleue. D'ailleurs, des beaux projets immobiliers qui vont pouvoir se faire sur les futures stations de la ligne bleue grâce à ce qu'on a fait dans notre projet de loi l'année passée. Mais il était temps, quand même, oui. la ligne bleue. Oui, ça avait été annoncé 227 fois à peu près. Pas par votre gouvernement. Minimum. Partout les gouvernements. Nous, juste une fois ou deux. Oui, c'est ça. Mais les 225 autres. De quoi on parle, Salim? Je sais pas le temps qui nous reste, mais j'aimerais quand même parler, je sais pas si on veut sortir un peu de la thématique des affaires municipales. T'avais-tu une autre question? Non, moi je peux, mais à moins que, Madame la ministre, est-ce que dans le projet de loi la loi 104 là, que vous avez fait adopter récemment, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez genre porter un peu à l'attention du monde? Parce que souvent, il y a des aspects dans un projet de loi qu'on nommait pas parce qu'ils sont pas assez importants, mais simplement parce qu'ils passent sous le radar. Il y a d'autres choses qui ont occupé l'esprit des observateurs. Mais on va dire la vérité aussi, Salim, c'est que personne lit les projets de loi. Oui, non, ça aussi, mais je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez porter un peu à notre attention sur cette loi qui a été adoptée? Bien, il y avait des choses très intéressantes là-dedans. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là, mais un premier geste que je trouve hyper concret pour les nouveaux revenus, tu sais, la diversification des placements. Parce qu'en ce moment, vous voyez, l'année passée, on a fait environ 5 % de rendement sur les placements que peuvent faire les municipalités. Parce que les municipalités font des surplus de fonctionnement. Ben, ou non, là, mais en tout cas en général, et ont des réserves financières, puis peuvent investir cet argent-là. Mais actuellement, c'est dans des placements qui sont garantis, donc très, très peu risqués, donc très, très peu de rendement. Et en Ontario, ils ont fait 9 %. Alors moi, quand j'ai vu ça, de 5 à 9, c'est quand même presque le double. Puis si tu appliques ce 4 % là à des dizaines, centaines de millions de dollars, c'est des dizaines de millions de dollars d'argent neuf là, qu'on pourrait réinjecter directement. Alors ça, moi, je suis très fière de ça. Puis je remercie mon collègue, le ministre des Finances. Ça a été... C'était une position historique de dire non à ça parce que on veut être prudent avec l'argent public, puis on veut demeurer prudent avec l'argent public, évidemment. Là, on ne veut pas prendre de risques inconsidérés. Mais il y a quand même là ce que j'appelle du sleeping money. Quand les marchés vont bien, tu n'es pas obligé de le faire non plus. Là, ça va être de le faire intelligemment. Mais ça, en tout cas, je trouve que c'est une belle avancée. Ça se fait ailleurs au Canada, donc on a emboîté le pas. On a aussi... moderniser la gouvernance de la CMM. La CMM, je ne sais pas, les élus qui sont venus ici, je ne sais pas si vous avez reçu des élus de plus petites municipalités, mais souvent dans la CMM... Brossard, c'est la plus petite, je crois, qu'on a reçue. Hein? Oui, bien c'est ça. Peut-être que c'est moins ressorti on reçoit que des gens importants mais... ici, vous savez. Ah, ben là, je comprends. Mais il y a des gens très importants dans la CMM je sais. qui ne sont pas venus ici, mais qui sont justement dans d'autres réalités. Le milieu rural, en l'occurrence. Fait qu'on a la moitié de la CMM à peu près là, qui sont des municipalités rurales. Et on a fait en sorte que sur le conseil de la CMM, les municipalités rurales vont avoir un siège désormais. Ça aussi, ça fait très longtemps que c'était revendiqué parce que c'est une réalité très particulière et très différente de celle qui est généralement discutée à la CMM. On peut le comprendre. Là. Alors, eux autres sont plus sur l'itinérance et les changements climatiques à la CMM. Par exemple, le transport, la sécurité publique, des gros enjeux, des gros budgets, alors qu'eux ont ces réalités-là. Alors ça, ça a été très, très apprécié sur les deux couronnes. C'est bien que vous mentionnez les villes un peu plus à l'extérieur parce que on les oublie des fois, là, ou plus souvent parce que il y a des grandes villes avec des grands enjeux, je comprends, mais dans les régions, puis on a eu beaucoup de politiciens qui sont passés par le balado avec lesquels on a parlé de développement économique dans les régions. Et c'est bien beau de parler de Montréal, Laval, Longueuil, les grandes villes, Québec, mais les régions, comment est-ce qu'on gère ça comme ministre des Affaires municipales quand pratiquement tout le focus, c'est sur les grandes villes et comment les aider à affronter leurs propres défis, mais on a aussi les régions qui, eux autres aussi, ils vivent un peu leurs propres défis. Bien, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est qu'on vit dans deux réalités parallèles, que ce soit la CMM, là, je vous parlais de la CMM, il y a ça, mais
En général, au Québec, fait qu'il y a les grandes villes, puis il y a les régions, puis en particulier les régions ressources. Vous parliez là, de développement économique. C'est la priorité. Et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, là, en fait, là, c'est un peu le carrefour de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là. Si on veut créer du nouvel argent, créer des nouveaux emplois, créer des gens qui vont consommer, qui vont faire rouler l'argent, l'économie, etc., nos restaurants, nos commerces vides, etc., bien, ça prend des projets de développement économique. Et nos régions sont les endroits parfaits. Évidemment, les grandes villes aussi, là, à Québec, à Montréal, on en veut, mais les régions, puis les régions ressources. J'étais hier avec l'Association minière du Québec. Les projets de mines, par exemple, c'est dans des régions comme l'Abitibi, c'est dans des régions comme la Côte-Nord, c'est dans des régions comme le nord du Québec. Alors, les régions ressources sont extrêmement déterminantes de l'avenir économique du Québec, avec la vision qu'on vient de déposer, d'autant plus quand on parle des minéraux critiques stratégiques, quand on parle de tout le chantier qu'Hydro-Québec va mettre en place aussi, ça touche des régions ressources. Alors, c'est une réalité qui est complètement différente, mais je vous dirais, et là, bon, il y a eu des gouvernements longtemps qui ont été très centrés sur Montréal. Veux pas, tu sais, parce que, évidemment, c'est la métropole. Tu n'as pas le choix d'être centré sur Montréal d'une manière ou d'une autre, parce que, c'est-à-dire, la CMM, c'est la moitié de la population. Pas compliqué, c'est à peu près ça, là, un peu moins que la moitié. Mais en même temps, de plus en plus, la réalité nous impose de dire le focus doit être dans les régions. Le focus doit être dans les régions parce que le développement économique est là et aussi parce que on veut occuper notre territoire. T'sais, avec toutes les positions sur l'immigration et tout ça, si on veut pas se retrouver dans une société, on dit souvent on a atteint notre capacité d'accueil qui est dépassée. On n'a pas les moyens d'avoir de l'immigration massive ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'il faut contrôler notre immigration. Mais en même temps, on a un territoire qui est immense. Il est immense, notre territoire. Et comment est-ce qu'on peut envisager se payer le niveau de vie qu'on veut, c'est-à-dire que tu habites en Gaspésie, que tu habites à Bécomo, que tu habites au centre-ville de Montréal ou que tu habites à Gatineau, tu veux avoir accès à un autobus, à un avion subventionné si c'est trop long l'autobus, tu veux un CPE, une école, un hôpital, etc. Tu veux les mêmes services un peu partout. Puis des routes, évidemment, ça prend des routes à pu finir pour connecter toutes les régions du Québec. Tu veux avoir accès à tous ces services-là, puis c'est parfait. Mais pour avoir les moyens de se payer ça à 9 millions sur un territoire comme le nôtre, l'occupation de nos régions, le développement et la prospérité de nos régions, c'est la clé. C'est comme ça qu'on va... Parce qu'on arrive dans un cul-de-sac du modèle. Là. On en parlait tout à l'heure, le coût des infras. Tu as beau investir de plus en plus, on ne vient pas à bout de rattraper notre déficit d'entretien et on manque d'argent à tous les niveaux. Alors, mais il y aura des périodes plus prospères. Là, on est dans une période de creux économique. Bon, c'est les cycles, mais... Le développement économique de nos régions ressources, notamment, nos régions en général, c'est la clé. Alors, si vous me demandez comme ministre des Affaires municipales, mais aussi comme membre d'un gouvernement qui a cette vision-là économique, c'est incontournable. Puis quand je vous disais le siège rural à la CMM, ça peut paraître anecdotique, mais premièrement, pour eux, ça ne l'est pas du tout. Puis deuxièmement, c'est devenir un peu forcer la fusion de ces deux univers-là longtemps parallèles, de dire un ne peut plus ignorer l'autre. Ouais. Les deux vont de pair. On ne pourra jamais ignorer Montréal. De toute façon, Montréal, ça s'impose de soi. Montréal, Québec, Gatineau, Longueuil, Laval, ça s'impose de soi, ces villes-là, tout naturellement. Vous voyez, les gens que vous avez reçus ici, c'est tous les maires de ces villes-là. Mais l'autre réalité doit devenir au moins aussi omniprésente que celle des grandes villes. On a reçu le maire Marchand quand même aussi. Ben oui, Québec, c'est ça, les 5 grandes villes, je pense que vous les avez reçues, les 5. Alors, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis on veut juste parler, on va sortir un petit peu de vos portefeuilles là, de ministres, etc. Je sais que, Georges, il y avait peut-être 2-3 idées. Je vais te laisser aller parce que moi, ensuite, j'ai envie de parler des Nordiques. Oh mon Dieu, j'aurais pu... Non, mais là, je peux pas vous amener un chandail des Nordiques à vous aussi la semaine d'après. Parce que... Ça va, je me trouve d'autres idées. Donc, vous me réinvitiez. Moi, c'est justement ça que j'allais poser comme question. Si vous pensez revenir nous voir lors de votre course au leadership de la CAQ, est-ce qu'on suit les sondages puis on se demande... Non, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Je vais juste te dire un truc. Georges. Monsieur le Premier ministre Legault était à Montréal aujourd'hui, a fait des entrevues qui vont paraître ce soir, dans lesquelles il a dit qu'il sera
là, la prochaine élection. Donc, je pense que je viens de répondre à la place de Madame la ministre. Tout à fait. C'est ce qu'il a toujours dit. Il sera là pour un 3e mandat. Et là, on est en train de mettre en place aussi plusieurs chantiers qu'on aura pour certains complétés d'ici l'élection, mais pour d'autres, entre autres notre vision économique, qui vont devoir se perpétuer dans le temps pour les C'était une joke, évidemment. Là. les faire fructifier et prospérer. Oui, mais tu vois, je pense que les Nordiques, c'est mieux. Non, mais je suis habituée à cette question-là. On la reçoit tout le temps. Alors, ben justement, les Nordiques, je pense qu'il y a quelque chose de romantique autour des Nordiques. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait revoir les Nordiques, bien sûr, à Québec. Et je crois que même les gens de la région de Montréal voudraient les revoir. C'est ça qui est incroyable, encore plus. Bon. On s'ennuie de la rivalité, je pense. C'est Mais ça. alors, c'est ça qui était, là. En fait, je pense que ceux qui s'ennuient de la rivalité, c'est la rivalité sportive. Parce que je pense que la rivalité Montréal-Québec, là, il faut laisser ça à une autre génération. Là. Mais la rivalité sportive, c'est toujours le fun, ça, par exemple. Je sais que votre collègue qui est venu d'ailleurs sur ce podcast, et on a parlé de hockey, M. Girard, a beaucoup travaillé un petit peu là-dessus, mais vous, comme élu de Québec, etc., là, parlez-en moi un petit peu. Dites-moi ce que je sais pas. Mais entre nous, là. Non, ben malheureusement, j'ai pas de grands secrets à vous donner actuellement. Tu sais, Québec, c'est une ville de sport. C'est une ville sportive. Il y aura toujours de l'appétit à Québec pour le sport en général. Mais c'est surtout une ville de hockey. Mais, tu sais, parce que des fois, j'ai la discussion avec des gens à Québec sur le sport en général. Puis bon, tu sais, c'est une ville de sport. Mais la nostalgie des Nordiques, c'est sûr que ça doit dépendre des gens. Je ne sais pas les plus jeunes générations. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va, la nostalgie des Nordiques. Tu sais, ils sont partis en 95. Ça fait 30 ans déjà. Moi, chez nous, c'est ça. Peut-être parce que j'avais une famille de garçons. Là, tu sais, mon père, mes frères. Fait que chez nous, c'était une religion, le sport, d'ailleurs, le football aussi. Donc, mais ça reste toujours ancré. Puis, vous voyez, quand j'ai donné la semaine dernière mon chandail des Nordiques à Madame la nouvelle mairesse de Montréal, qui m'a dit bien candidement, hey, moi, j'étais fan des Nordiques. J'ai dit, mon Dieu, je t'aime encore plus. Puis là, je sais pas si vous avez... On peut voir sur mon Instagram, il y a une petite vidéo. Puis là, elle montre son mur où elle va l'installer. Puis j'ai dit, ben oui, parfait, mon Dieu. La première décoration qu'elle va installer au bureau de la mairie de Montréal, c'est le chandail des Nordiques. C'est quand même pas rien. Moi, j'adore ça. Fait que quand vous dites, là, il y en a qui s'ennuient de la rivalité, moi, j'adore ça. Puis c'est même moi qui ai dit, je pense que ça va t'en prendre un du Canadien à côté. Je pense que ce serait peut-être mieux que t'aies les deux, tu sais. Fait que... Mais oui, alors... Il y a toujours quelque chose, puis je regardais les commentaires, puis beaucoup de commentaires, tu sais, qui trouvaient ça drôle, sympathique, tout ça, mais il y en avait qui disaient « c'est mort, puis ça reviendra pas, puis arrêtez », tu sais, il y avait quelques, peut-être un peu plus négatifs, justement, mais plusieurs qui s'ennuient aussi, tu sais, fait qu'on voit que ça fait encore vibrer quelque chose chez les gens, puis même si ça fait 30 ans cette année qu'il était parti. Je veux dire, tu vas dans une boutique de sport, les chandails sont encore là, les casquettes sont encore là. Ils existent encore. Oh non, c'est devenu vintage, de porter... Puis mettons qu'on rachetait une équipe, tu sais, qu'on réussissait à en avoir une équipe. J'ose croire qu'elle s'appellerait encore les Nordiques. Puis théoriquement, tu ne sais même pas le nom qu'elle porterait, mais j'ose croire que ça s'appellerait encore les Nordiques. Puis ce serait exactement la même chose, là, tu sais, Enfin, bon, c'est parce que c'est plate parce qu'on a construit le centre Vidéotron à grands frais. Oui. Le centre Vidéotron n'aura jamais servi à ce à quoi il devrait servir. Exactement. Il y a comme je dirais pas un éléphant blanc, ça serait exagéré parce qu'il y a plusieurs grands événements. C'est ça, exactement. Quand même, non, effectivement. Mais il n'est pas à son plein potentiel parce qu'il a été construit pour les normes de la LNH et là, il n'y a personne de la LNH qui joue dedans. C'est ça, exactement. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Je pense après ça, on pourra peut-être conclure. Octobre 2026, vous serez candidate dans le Weber? Oui. Fantastique. C'est tout? Enfin, c'était juste ça. Je voulais juste savoir si vous alliez être candidat. Non, mais je pense que c'est assez légitime de demander à un politicien, une politicienne s'il se représente parce que, tu sais, je veux dire, après tout, parfois, on peut se fixer aussi un certain nombre de mandats, etc. Il y a des personnes qui, parfois, ont assez donné, veulent faire autre chose, ou l'inverse, etc. Donc, je ne sais pas pourquoi on voit toujours les politiciens comme
Mais là, comment ça qui a décidé de ne pas se représenter? C'est aussi correct de ne pas se représenter pour ceux qui vont décider de ne pas se représenter. Mais surtout si t'es moindrement tanné, parce que, tu sais, puis c'est lourd, la vie politique, là. Tu sais, moi, j'ai 2 jeunes enfants, tout ça, la quantité de sacrifices que ça implique, là. Puis même être dans le personnel politique. On a été aussi, vous et moi, là, dans le personnel politique. Ben, moi, à l'époque, j'avais pas d'enfant, là, fait que je me plains pas. Là. À 22 ans, tu sais, ta vie est différente qu'à 40 ans. Mais c'est très, très lourd en termes de sacrifice, tu sais, la famille, de soi aussi, juste du temps pour soi, tu sais, vivre ta petite vie. C'est ça. Fait qu'il faut que t'aimes, faut que t'aimes ce que tu fais. Fait que c'est pour ça, effectivement, des fois, il y en a peut-être qui se disent, regarde, moi, j'ai le goût le samedi de faire d'autres choses que faire ma tournée de souper dans mes 22 conseils municipaux. Tu sais, il y a des députés là, qui ont beaucoup de municipalités. Hey, Mathieu, je pense Côte-du-Sud, c'est 42, je pense. 42, imaginez-vous. Wow. Ça fait 42 conseils municipaux, 42 maires et mairesses à rencontrer, puis tout ça. Puis ils les adorent, c'est pas ça. Mais lui, là, faire le tour des 42, là, ah, mais non, mais c'est vrai. Il faut que tu recommences, tu sais. Mais on l'oublie, ou peut-être qu'on le dit pas assez, mais lorsqu'on est en politique, on a. Alors, par exemple, dans votre cas, vous avez vos responsabilités de ministre, membre du gouvernement, vous avez vos responsabilités de député, donc de législateur, législatrice, dans votre cas. Vous siégez 3 à 4 jours par semaine, là, si c'est des sessions intensives, parfois plus si nécessaire, dans des cas exceptionnels. Vous retournez en circonscription parce que vous avez des commettants qui ont parfois besoin. Puis quand je dis commettant, ça peut être tant un citoyen, une citoyenne qu'une organisation ou autre. Puis en plus de ça, ben, pour pouvoir être là, il faut se faire élire. Donc, il y a aussi un travail partisan à faire qui est tout à fait légitime et normal en politique. Ça fait beaucoup pour des élus quand même, là, il faut le dire. Puis c'est pas comme en France, par exemple, où parfois, là, quand tu deviens ministre, t'as comme quelqu'un qui te remplace quand t'es à ta place de député. Ouais. Fait que, qui fait du terrain à ta place. Non, mais c'est-à-dire que, voyons, en France, par exemple, un député, s'il était nommé ministre, il y a quelqu'un qui vient siéger à sa place comme député. OK. Donc, il ne cumule pas... il ne cumule pas les fonctions. C'est ça, parce que c'est un autre système. Là, on s'entend, nous, on a un système de tradition britannique qui est très différent. Mais en France, il y a ce système-là. Et parfois, je me dis, ça serait peut-être pas pire. Alors, on ne refera pas le Parlement aujourd'hui. Mais, Madame la ministre, merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment le fun. Très agréable. Oui, on a beaucoup apprécié votre temps. Puis comme Salim l'a dit au tout début, on connaît un peu c'est quoi l'horaire d'un ministre et d'une ministre. Donc, on apprécie vraiment, vraiment, vraiment le temps que vous nous donnez. Puis on a eu tous les chefs de parti, sauf M. Legault. Fait que si vous le croisez, un petit message. Admettons un mercredi après-midi. Là, si vous le croisez un mercredi après-midi, peut-être que vous pourriez lui dire de passer nous voir. Je vais passer le mot, mais je m'engage pas pour la réponse. Je vais passer le mot. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les plateformes audio. Faites toutes ces belles choses-là. On vous voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci, bye.